En 2018, Vladimir Poutine annonce la production en série de tout un arsenal de nouvelles armes, dont le missile hypersonique Avangard, bijou technique capable de changement de direction serré, le rendant quasiment invulnérable à tout système de défense antimissile. Cette modernisation de l'armement s'inscrit dans une géostratégie de long terme, puisque la Russie de Poutine a fait de son armée l'un de ses principaux leviers de puissance. Elle dispose en effet du plus gros arsenal nucléaire sur la planète, avec environ 6500 ogives estimées en 2019, mais également d'un effectif très conséquent, avec 1 013 000 soldats hommes et 42 000 femmes actifs en 2018, la plaçant au 5e rang mondial en termes d'effectifs. Cela s'accompagne d'un déploiement presque continu de ces soldats depuis 20 ans, qui a pour effet de les aguerrir particulièrement. Elle prévoit également une modernisation de ses forces de frappe terrestres, notamment de ses chars T-90 qui deviendront les T-90M et l'arrivée du T-14, alimenté par de nombreuses technologies de pointe, dont une tourelle automatique inhabitée. Elle dépensait en 2019 3,9% de son PIB dans la défense, soit bien plus que les 1,9% de la France et de la Chine. On peut incontestablement dire que Moscou a l'armée la plus puissante d'Europe. Mais comment peut-on expliquer cette volonté qu'ont les Russes de miser autant sur leurs capacités militaires ? On va tenter de comprendre ensemble pourquoi la Russie fait de l'armée l'élément central de sa renaissance géopolitique post-soviétique, entre continuité historique et désir de puissance. Avant de s'attaquer au cœur du sujet, je vous rappelle que vous pouvez toujours lâcher un pouce bleu ou vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir si vous aimez ce que je fais. Bonne vidéo. Pour comprendre l'importance de l'armée dans la stratégie russe contemporaine, il nous faut faire un peu d'histoire. La Russie a en effet un passé historique fait de conquêtes, de projections territoriales et d'impérialisme religieux. Le nom actuel de la Russie vient de la Russe de Kiev, état fondé en 862 par des tribus varegs venues de Scandinavie. La Russe va pendant 2 siècles être marquée par de multiples conquêtes s'étendant dans les plaines russes et ukrainiennes. En 982, Vladimir Ier se convertit au christianisme en se faisant baptiser dans l'Empire byzantin, et l'alphabet cyrillique est adapté du grec environ à la même période. Lors du schisme entre Rome et Byzance en 1054, qui divisera la chrétienté en deux, la Russe se rangera logiquement du côté de Byzance, et deviendra donc orthodoxe. Cette conversion et ce choix de l'orthodoxie vont être majeurs par la suite. Des guerres internes vont ensuite éclater entre les différentes entités de la Russe, qui sera dans le même temps envahie par les Tartaro-Mongols, nomades venus de l'Est. Il faudra attendre le XIIe siècle pour que la Moscovie, État dont la capitale est Moscou, annexe petit à petit toutes les autres entités russes et repousse les Mongols, afin de former la Russie. On voit donc que dès le début de son histoire, le pays est traversé par de nombreuses guerres, certaines pour étendre son territoire et d'autres sur son territoire, notamment l'invasion mongole pendant 2 siècles. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Tsarat de Russie entre 1547 et 1721, puis l'Empire russe de 1721 à 1917 vont étendre la Russie vers tous les points cardinaux et vont ouvrir au pays des accès à de nombreuses mers, entre autres la mer Noire au sud, la mer Baltique au nord et la mer d'Okhotsk en Extrême-Orient, ouvrant de nombreuses voies commerciales. La Russie devient également à partir de 1453 protectrice des chrétiens orthodoxes, en faisant de Moscou la 3e Rome après l'annexion de Byzance, capitale orthodoxe, par les Ottomans. Cette volonté de protéger les orthodoxes, mais également les autres peuples slaves, va s'exprimer à travers une multitude de guerres menées avec l'Empire ottoman, souvent aux abords de la mer Noire, afin de reprendre Constantinople, donc Byzance. On voit donc que c'est l'expansionnisme qui est à la base de la culture militaire russe, puisque c'est un territoire qui n'a fait que de s'agrandir pendant presque un millénaire, pour atteindre environ 22 millions de kilomètres carrés à la fin du 19e siècle. L'expansion est donc, vous l'aurez compris, le terme qui permet de comprendre au mieux la philosophie militaire de l'Empire russe. Expansion aux intérêts divers, parfois géopolitiques, parfois économiques ou parfois religieux. En URSS par la suite, l'armée est toujours le principal levier de puissance dans le contexte de la guerre froide, avec cette fois la particularité d'être fortement imbriquée à la sphère politique, ce qui d'ailleurs fonde en partie le caractère autoritaire du régime. Cette fois, il ne s'agit plus de défendre les intérêts de l'Empire et de ses souverains, mais le parti communiste et le régime, ainsi que le bloc de l'Est sous influence directe de Moscou. À titre d'exemple, les investissements militaires atteindront 26% du PIB en 1937. La Russie possède donc des siècles d'expérience en ce qui concerne la projection de puissance,
Et cette histoire riche sert à la fois de pilier stratégique et nourrit des ambitions politiques impérialistes. La glorification du passé par les dirigeants et la volonté de préserver le statut de puissance acquis au cours du siècle permet d'avoir un socle commun qui est diffusé dans toute la société et dans le corps militaire, dont les principaux généraux gardent une vision très conservatrice. Plus globalement, Poutine veut donner une continuité historique à la vision qu'il a de la Russie et de l'armée, et c'est dans cette idée qu'il est placé au sommet de la hiérarchie militaire, prenant de nombreuses décisions dans le domaine, à l'instar des dirigeants impérialistes et communistes qui l'ont précédé. Les droits qui sont donnés au président envers l'armée sont de plus validés par la Constitution modifiée en 1993, et qui donne notamment le droit au président de décider de l'intervention de forces armées sur le territoire russe. Il a dans la même idée réhabilité de nombreux symboles soviétiques, à commencer par l'hymne national, sans que cela n'empêche dans le même temps de réhabiliter les symboles impériaux, tels que la mémoire de la famille des Romanov, les anciens tsars, ou le rapprochement avec l'église orthodoxe. La puissance de l'armée actuelle a donc un très fort lien avec l'histoire russe, et se veut donc dans la continuité de cette dernière. Malgré cela, la volonté de maintenir sa puissance militaire est aussi liée à la situation géopolitique contemporaine. On va le voir maintenant. On peut clairement constater qu'il y a dans la Russie contemporaine une mise en avant de la culture militaire venant de l'appareil étatique. Le projet politique de Vladimir Poutine en est l'illustration parfaite, puisqu'il puise dans un discours patriotique au teint militaire pour unir la société autour d'un but collectif. Si les Russes sont très réceptifs à ce discours, cela s'explique du fait que le peuple avait besoin d'un discours simple poussant à aller de l'avant après une période de perdition sans objectif réel à la fin de l'URSS. Le fait qu'il inscrive son projet politique directement dans l'histoire de la Russie pousse le peuple à se sentir acteur de l'histoire de leur pays, et le fait qu'il y place l'armée comme élément central est d'autant plus logique que cette dernière est, comme on l'a vu, au cœur de l'histoire russe. Maintenant, essayons de comprendre comment Poutine parvient à lier cet objectif politique aux intérêts géopolitiques et économiques de la Russie d'aujourd'hui, et aux actuels enjeux auxquels est confronté Moscou. Pour comprendre le rôle que la Russie souhaite jouer, il est judicieux d'utiliser une carte. Dans un monde qui devient multipolaire, la Russie a choisi la place de trouble-fête. Premièrement en s'opposant à la vision du monde des Occidentaux, qu'elle aurait pu suivre à la fin de la guerre froide, et en se rapprochant de puissances émergentes telles que la Chine ou l'Inde. L'État parvient donc à lier cet objectif d'incarnation d'une puissance non occidentale avec la peur du peuple russe d'être acculé par les Américains et donc l'OTAN, qui a maintenant une frontière directe avec la Russie. La militarisation est donc justifiée par l'inquiétude face aux Occidentaux, la peur de l'invasion étant, comme on l'a vu, inscrite dans la mémoire collective du fait de l'invasion mongole. La doctrine militaire s'inspire d'ailleurs des réformes de Mikhail Frunze sous l'URSS dans les années 20, qui dit que l'armée est destinée à protéger le pays des agressions extérieures. Dans un second temps, au-delà d'un objectif de défense, Poutine attribue à l'armée un rôle de moteur de la projection de puissance russe. En effet, Moscou ne pouvant pas rivaliser avec les puissances occidentales et chinoises sur le plan économique, elle a donc placé l'armée au premier plan et l'a utilisée comme moyen de gestion des relations interétatiques, cette fois justifiée par la volonté de conquête, d'extension du territoire et de réunion des peuples russophones notamment. Et là bien sûr on pense à la Crimée et à l'Ukraine. Cet épisode débute en 2014 et il est encore en cours. La Crimée a été rattachée à la Russie, alors que la région du Donbass dans l'est du pays est aujourd'hui le théâtre d'une guerre entre indépendantistes pro-russes, soutenus par la Russie, et ukrainiens. Ce conflit montre que la Russie utilise son armée pour produire des surprises stratégiques, afin de reprendre un territoire qu'elle estime lui appartenir, car à majorité russophone. Mais elle se place ainsi dans une position de puissance autonome d'attaque. On voit donc bien par là la façon de raisonner de l'État, c'est-à-dire en termes de rapport de force et de zone d'influence, là où l'Occident raisonne aujourd'hui en termes de modèle, démocratique ou non. Ainsi, la Russie étend sa zone d'influence dans la mer Noire en obtenant de nombreux points stratégiques en Crimée, tout en démontrant par son intervention qu'elle est tout à fait capable de conduire une opération armée planifiée dans son propre intérêt. Pour ce qui est de la Crimée en tout cas, puisque la situation au Donbass semble stagner. Ensuite, il y a toute la problématique autour de l'islamisme. Le territoire est touché par l'islamisme indépendantiste de la part de peuples vivant dans le Caucase, ce qui a valu depuis la fin de l'URSS de nombreux attentats, ainsi que les 2 guerres de Tchétchénie. Ce terrorisme islamiste est interprété comme un facteur d'insécurité, mais aussi comme un risque pour l'intégrité de l'État, et donc les répressions militaires internes à l'égard de la Tchétchénie sont justifiées de cette façon. Si bien sûr le risque est réel pour la population civile, il y a bien entendu la volonté du gouvernement d'en profiter pour intervenir de façon directe contre les mouvements indépendantistes afin de les réprimer et donc de protéger le régime.
Cette volonté de lutter contre l'islamisme s'est par la suite étendue avec l'intervention en Syrie, intervention dans laquelle le seul mot d'ordre de l'armée était d'éradiquer non seulement Daesh, mais également tous les groupes terroristes qu'il estimait être en fait tous les mouvements d'opposition au gouvernement Al-Assad. Ce parti pris permet aussi d'affermir la volonté de s'opposer aux Occidentaux, mais aussi de faire une démonstration de puissance et de se placer comme étant l'acteur principal de la victoire face au terrorisme. La lutte contre l'islamisme par l'armée est donc le moyen pour le régime de faire le lien avec l'histoire du pays et les nombreux affrontements avec les Ottomans, toujours dans la même idée de lier le passé et le présent pour servir le roman national. Donc si on résume jusque-là, il y a une volonté de résister à l'Occident qu'il voit comme une menace directe à travers l'élargissement de l'OTAN, la lutte contre l'islamisme et les indépendantismes, et la volonté de refaire l'Empire russe, en quelque sorte, et ce en projetant la puissance militaire, tous ces objectifs étant justifiés par la propagande gouvernementale. Cependant, le lien entre la doctrine militaire et politique russe et ses objectifs économiques et politiques, bien qu'ils paraissent évidents à travers ces exemples, n'est pas toujours aussi simple à établir. En effet, on remarque que l'armée est parfois utilisée à des fins multifactorielles, par exemple dans le Caucase. Là-bas, les Russes maintiennent des troupes dans les régions indépendantes autoproclamées de la Géorgie, à savoir l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, et ce depuis la guerre qui a eu lieu là-bas en 2008. L'objectif ici est de se défendre par rapport à l'élargissement de l'OTAN qui était prévu, puisque la Géorgie devait y être intégrée, et que donc la Russie se voyait encerclée par l'OTAN. En plus de cela, on retrouve toujours la même volonté impérialiste, puisqu'à l'époque la Russie avait conquis la Géorgie sans difficulté, avant de se retirer vers les régions autonomes uniquement. La particularité ici, en plus des thématiques que l'on a déjà abordées, est le facteur énergétique. En effet, certains oléoducs passent par la Géorgie en venant du Caucase pour acheminer le gaz et le pétrole vers l'Europe, sans passer par le territoire russe, ce qui pose des problèmes à Moscou qui voudrait profiter du passage des oléoducs sur son territoire. La Russie est une puissance limitée sur bien des points. Économie stagnante, population en baisse et dépendance du gaz de schiste. Elle utilise donc la puissance militaire pour rester dans le jeu des puissances mondiales à travers une doctrine militariste très forte, permettant d'avoir un soutien populaire et ainsi d'obtenir une certaine souveraineté, pouvant intervenir dans différents conflits nourrissant à la fois les ambitions impérialistes et défendant des intérêts économiques et géopolitiques du pays. On peut cependant y mettre un bémol. Dans la culture populaire, l'armée russe est souvent imaginée comme étant l'égale de Washington et de Pékin, ce qui est compréhensible du fait de sa forte activité ces dernières années et de la propagande forte de l'État. Cette puissance est tout de même à relativiser, puisque si le nucléaire reste le principal atout de l'armée, avec environ 6500 ogives estimées, celle-ci reste modernisée dans beaucoup d'autres domaines. Ce qu'elle fait tout de même comme je l'ai montré en introduction, mais elle reste loin des puissances américaines et chinoises. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner. Ce sujet est, vous l'aurez remarqué, très large et très complexe, et j'ai donc dû choisir d'écarter certains thèmes, comme la thématique du cyber. Je vous invite à approfondir vous-même si vous souhaitez en savoir plus. L'idée n'était pas non plus de faire une présentation de l'arsenal, mais vraiment de comprendre pourquoi l'armée est aussi importante dans la Russie actuelle. A bientôt.